Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dialogue littéraire. L'été se poursuit, tout comme notre exploration de l'espace urbain brestois. Nous nous situons aujourd'hui tout près de la plage du Moulin Blanc et plus précisément sous le tunnel de Palarène. À l'origine de cette fresque magnifique, on retrouve Cartel 29, un collectif d'artistes de street art né à Brest et qui célèbre ses 20 ans. Un livre, édité par le Cartel 29, réunit plus de 1000 photos de leurs œuvres. Dans cette émission, c'est Julien que nous retrouvons à la librairie pour ses coups de cœur poche, puis place à la bande dessinée avec Françoise Coyton, Laurent Durieux, Thomas Gunzing, puis Inès Léraud et Pierre Von Hove en interview. Le Dernier Pharaon, c'est le nouvel album de la série Black et Mortimer, paru chez Dargaud. Aux manettes, 4 auteurs belges qui ont su mêler leurs talents tout en respectant l'idée originelle de la série. Françoise Coyton, Laurent Durieux et Thomas Gunzing répondent ici aux questions de Marie. Bonjour Françoise Coyton, bonjour Thomas Gunzing, bonjour Laurent Durieux et bonjour Jim. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à la librairie Dialogue à l'occasion de la parution du Dernier Pharaon, une nouvelle aventure de Blake et Mortimer, ces célèbres personnages inventés par Edgar Jacobs fin des années 40. Les deux amis se sont perdus de vue mais se retrouvent à la suite d'un phénomène étrange qui survient au nouveau palais de justice de Bruxelles. Pour commencer, comment est née cette idée d'un nouveau scénario pour la série dessinée Black et Mortimer? Eh bien, figurez-vous qu'on ne pensait pas du tout faire Black et Mortimer. C'est vraiment un enchaînement de circonstances, sans doute la volonté de Yves Schirf, l'éditeur, qui avait la conviction qu'il fallait faire ce livre, que je devais faire ce livre. Jaco van der Mael, qui n'est pas là, qui en fait est au cœur de nos conversations souvent, parce que c'est un grand ami. Et c'est à lui que j'ai posé la question. Et très naturellement, il s'est proposé. Et il a amené son ami Thomas Gunzing. Et moi, très très rapidement aussi, j'ai pensé à la collaboration de Laurent. Donc c'est comme ça que s'est créée cette amitié, parce que c'est une amitié, parce que je pense que pour faire un livre comme ça, il fallait qu'on ait une forme d'insouciance, une forme de fraîcheur, et surtout une forme de complicité. On a travaillé en essayant de convoquer en nous les souvenirs des émotions que Blake et Mortimer avaient suscitées quand on était gamin, quand on était jeune. Des émotions à la fois de peur, d'émerveillement, d'étrangeté, de curiosité. Et je pense que c'est avant tout sur cette corde-là qu'on a voulu travailler. Alors forcément, c'est une corde qui est tendue entre le Dernier Pharaon et le piège diabolique et la Grande Pyramide. Dans cet épisode, les mauvais rêves aussi font légion et affectent beaucoup Mortimer. Qu'est-ce qu'ils représentent selon vous? Est-ce que c'est plutôt une menace, une critique, une alerte, une mise en garde peut-être contre le monde actuel, ces rêves? Alors les rêves, dans un premier temps, on avait besoin d'une bonne raison pour que Bruxelles ait été vidée de ses habitants. Donc, on aimait bien l'idée qu'une onde cosmotellurique bizarre puisse provoquer des cauchemars. Et on aimait bien l'idée aussi que ces cauchemars soient plus que des cauchemars, mais soient des messages en fait qui soient envoyés. Que ce soit des messages qui sont envoyés au monde, mais en particulier à Mortimer, qui a un message crypté dans les messages. Mais en plus, c'est très jubilatoire de faire des rêves, parce qu'on peut là explorer des dimensions propres à la bande dessinée, des dimensions très fantastiques, avec des couleurs de Laurent très, très surnaturelles. Et ça a donné pour nous, au personnage de Mortimer, une profondeur aussi, qui soit hantée par ces cauchemars. Oui, ça c'est vrai que le rêve permet un peu toutes les audaces. Mais ce qui, moi, m'a intéressé, et je l'ai compris plus tard, c'est qu'en réalité, dans les couleurs des cauchemars, qui sont très saturées, très expressionnistes, elles se déplacent vers la réalité. Ce qui est assez intéressant, finalement, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on ne vit pas dans un énorme cauchemar? Est-ce que vous avez redécouvert Black et Mortimer au travers des yeux des uns et des autres pendant le travail, ou bien au contraire, vous avez trouvé que vous aviez vécu cette expérience dès le départ de la même manière? En ce qui me concerne, moi, j'ai redécouvert l'influence que l'œuvre de Jacobs a eue sur moi. Ça m'a beaucoup troublé de voir à quel point j'ai été marqué. J'ai là vu la réelle importance que ça a eue dans mon travail. Moi, j'avais jamais oublié que François était fort influencé par Jacobs. Parce que moi, j'étais un lecteur assidu et de Jacobs et de François. Et j'avais fait tout de suite
dès les premiers albums de François, fait le parallèle. Non, mais c'est parce que toi, c'était trop près de toi, probablement. Oui, c'est ça, je suis tellement... Et c'est pour ça, quand je lis des critiques, on dit, moi, ça n'a rien à voir avec Jacobs, on est fort loin. Moi, je dis non, je m'inscris en faux. Sachez, je l'ai placé. Dans Algues vertes, l'histoire interdite, coédité par la revue dessinée et Delcourt, Inès Léraud et Pierre Van Hove enquêtent sur les algues vertes qui envahissent les plages bretonnes. Un reportage saisissant dont je vous invite à découvrir les détails au micro de Marie. Bonjour Inès Léraud, bonjour Pierre Van Hove. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de la bande dessinée documentaire Algues vertes, l'histoire interdite, publiée par la revue dessinée Delcourt. Alors cette bande dessinée poursuit un premier reportage graphique que vous aviez fait paraître dans le 17e numéro de la revue dessinée en octobre 2017, consacré au phénomène écologique mortel lié à la prolifération d'algues vertes sur les côtes bretonnes. Votre enquête participe à briser l'omerta entretenue autour du phénomène. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer quel danger représentent les algues vertes et quelles sont les raisons de leur prolifération sur les côtes bretonnes? Alors les algues vertes, elles ont toujours existé, mais depuis le début des années 70, elles prolifèrent au point de former des marées vertes qui s'échouent sur le littoral breton. Et cette prolifération est due à un produit chimique qui les fait se multiplier et croître. C'est les nitrates, les engrais qui sont épandus sur les champs et qui, en fait, avec les pluies, les champs sont lessivés, les nitrates atterrissent dans les rivières, puis sur le littoral. Et là, ils font pousser les algues comme ils font pousser les plantes. Et quand elles sont en couche épaisse, elles putréfient et elle dégage un gaz ultra toxique qui s'appelle l'hydrogène sulfuré et qui peut tuer en quelques minutes comme du cyanure. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de collaborer tous les deux pour raconter cette histoire interdite et quelles sont les spécificités du format que vous avez choisi? C'est-à-dire qu'on avait chacun contacté, chacun de son côté, la revue dessinée. Moi pour proposer des services en tant qu'illustrateur, Inès pour proposer des sujets. Et le principe de la revue dessinée, c'est de se croiser un illustrateur et un journaliste. On m'avait soumis 2 sujets. J'ai pris par hasard les algues vertes, qui me semblaient assez intéressants. Et nous nous sommes rencontrés comme ça. C'est vrai que moi j'avais déjà enquêté pour la radio, pour France Inter, pour France Culture. Et puis c'est Chris, un scénariste brestois, qui m'a dit « Mais tiens, ça te dirait pas de proposer un sujet à la revue dessinée ?» Et en fait, j'y avais pas pensé, mais ça m'a tout de suite intéressée de changer de forme, de collaborer avec un artiste, un dessinateur. Pour mener cette enquête, moi je me suis installée en Bretagne en 2015. Je l'ai menée sur 3 ans. Au bout d'1 an, j'ai commencé à avoir des sources locales diverses au sein du monde politique, des municipalités, du monde scientifique, des agriculteurs. Il y a eu quelques oppositions des dirigeants politiques ou industriels, mais relativement minimes, quoi. Quelques tentatives de décrédibilisation, mais c'était pas très grave. Au contraire, ça montrait qu'on était dans la bonne direction, qu'on dérangeait au bon endroit. Quel est votre point de vue aujourd'hui par rapport aux marées vertes? Est-ce que vous êtes optimiste? À titre personnel, pas du tout. Pour que les marées vertes disparaissent, il faudra arrêter l'agro-industrie totalement. Mais même si on arrêtait maintenant, je crois qu'il y aurait 50 ans ou 60 ans avant que les sols se purifient et arrêtent de faire proliférer les algues, tellement ils sont gorgés de nitrates et de fertilisants. Cette enquête des algues vertes, est-ce que pour vous elle est close maintenant que cet ouvrage est paru ou bien est-ce que vous comptez continuer? Cette enquête, en fait, elle est sans cesse en mouvement parce que cette histoire et la compréhension, l'analyse des imbrications entre le monde politique et l'agroalimentaire qui ne veulent pas voir l'ultra visible, ces marées vertes qui sont pourtant évidentes, eh bien, cette analyse-là, elle n'a pas été faite et nous, on a proposé quelque chose, mais comme rien n'avait vraiment été fait, puisque comme toutes les preuves ont été détruites en fait, d'un lien possible entre des morts et des algues vertes, c'est une histoire qui commence tout juste en fait.
Nous voici à la librairie Dialogue. Bonjour Julien. Bonjour Lorraine. Eh bien, tu vas nous parler cette fois-ci de tes coups de cœur poche, parfait pour l'été. Tout à fait. Et je commence non pas par un livre, mais par une collection. Ce label, Les grands romans aux éditions Autrement. Et je voulais parler plus particulièrement de ce livre-là, de Ran Walker. Il était une fois Maury Jones. Donc c'est une plongée dans le blues, dans le delta du Mississippi. On retrouve un homme qui a connu une gloire un peu éphémère il y a quelques années. Et Coltrane Washington, un écrivain mal d'inspiration, va devoir faire une biographie sur cet homme. Et le roman va prendre son sens, notamment dans la filiation, dans les secrets de famille. Et pour la petite histoire, à la fin du livre, vous avez une playlist des titres justement à mettre en lisant ce roman ou Dans son MP3. Exactement, dans son Super. MP3 sur la plage. D'accord. Ensuite, il y avait Le gardien des choses perdues de Ruth Hogan. Voilà, édité par les éditions Actes Sud et repris par Babel. Un livre vraiment d'été, un livre solaire d'un homme, Anthony, qui a passé sa vie à collectionner des objets, parce que lui-même en a perdu un auquel il était très attaché. Et il se dit que ces objets que vous, comme nous, comme tout le monde peut perdre, ont une importance pour ces personnes. Et donc, il va collectionner et surtout essayer de retrouver les propriétaires. Et on découvre pourquoi, justement, il est aussi attaché aux objets. Et là, on va rentrer dans une magnifique histoire d'amour. Et c'est un livre, voilà, une sorte de feel-good book qu'on prend beaucoup de plaisir à lire, et notamment en cet été ensoleillé. Et ton troisième conseil, c'est Hurland de Charlotte Perkins Gilman, qui existe d'ailleurs dans 2 éditions différentes. Exactement, 2 versions, comme l'image d'un maillot de bain, on peut la sortir effectivement avec une couverture plus sombre ou plus claire. Néanmoins, les deux éditions sont intéressantes pour les préfaces et les postfaces, mais le texte, qui a été édité en 1915, est devenu un livre culte, puisqu'en fait, il raconte l'histoire de 3 sociologues américains qui découvrent un endroit reculé aux États-Unis, dans lequel des femmes vivent et se reproduisent par parthénogenèse. Ce livre peut plaire à tous les gens qui ont adoré La Servante écarlate, par exemple, à ces livres qui ont un sens quasi philosophique et qui n'a pas pris une seule ride aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup Julien. Merci Lorraine. C'est la fin de notre dialogue littéraire. Profitez bien de votre mois d'août, nourrissez-vous de belles lectures et à très bientôt pour affronter ensemble la rentrée de septembre.